Le crime du Golfe, partie 4, chapitre 14. Le second cadavre. Sans en écouter davantage, je tournai les talons et pris en courant le sentier qui menait à la remise. Les deux agents de police s'effacèrent pour me laisser passer et je m'y engouffrai. Il faisait sombre dans cette cabane, une grossière construction en bois où l'on rangeait les vieux pots et les instruments de jardinage. J'étais entré en courant, mais je m'arrêtai net, fasciné par le spectacle qui s'offrait à moi. Giraud était à quatre pattes et, à l'aide d'une torche, il inspectait minutieusement le sol. Il fit une grimace en voyant quelqu'un entrer, puis il me reconnut et prit un air de condescendance amusé. « Il est là-bas, » dit-il, en braquant sa torche vers le fond de la remise. Je m'approchai. Le mort était étendu sur le dos. De taille moyenne, le teint basané, il pouvait avoir dans les 50 ans. Il était correctement vêtu d'un costume bleu nuit assez usagé, mais qui sortait sans doute de chez un bon tailleur. Son visage était terriblement convulsé, et du côté gauche, juste au-dessus du cœur, un poignard était fiché, noir et brillant. Je le reconnus aussitôt. C'était le même que j'avais vu dans un bocal de verre le matin précédent. « J'attends le médecin d'une minute à l'autre, » m'expliqua Giraud. « Ce n'est pas que nous ayons grand besoin de lui. La cause de la mort ne fait aucun doute. Il a été poignardé en plein cœur, et la mort a dû être presque instantanée. » « Quand a-t-il été tué ? Hier soir ?» Giraud secoua la tête. « J'en doute. Je ne suis pas très ferré en matière de médecine légale, mais cet homme est mort depuis au moins 12 heures. Quand dites-vous avoir vu ce poignard pour la dernière fois ? Vers 10 heures, hier matin. Alors, je pense que le crime a été commis peu après. Mais des gens n'ont cessé de passer et repasser devant cette cabane à outils. » Giraud eut un rire déplaisant. « Vous faites des progrès étonnants. Qu'est-ce qui vous dit qu'il a été tué ici ? » « Eh bien, c'est une supposition, dis-je décontenancé. « Ah, l'excellent détective ! Regardez le corps. Est-ce qu'un homme poignardé en plein cœur tombe comme ça, bien sagement, les jambes allongées et les bras le long du corps ? Non. Et est-ce qu'un homme couché sur le dos se laisse poignarder de face sans même lever une main pour se défendre ? Absurde, n'est-ce pas ? Mais regardez ici, et ici. » Il dirigea sa torche sur le sol, et je distinguai des marques irrégulières dans la poussière. « On l'a amené ici après l'avoir tué. Il a été en partie traîné, en partie porté par 2 personnes. Ils n'ont pas laissé d'empreintes sur le sol dur dehors, et ils ont bien pris la précaution de les effacer ici. Mais, quand même, l'un des 2 était une femme, mon jeune ami. » « Une femme ? Parfaitement. Mais comment le savez-vous, puisqu'ils ont effacé leurs empreintes ? Parce que même à moitié effacées, on reconnaît toujours les traces d'une chaussure féminine. Et aussi à cause de ça. » Et, se penchant, il tira quelque chose du manche du poignard qu'il tint devant mes yeux. C'était un long cheveu de femme, un cheveu noir semblable à celui que Poirot avait trouvé au fond du fauteuil, dans le bureau de Renaud. Avec un petit sourire ironique, il l'enroula de nouveau autour du poignard. « Laissons les choses en l'état, autant que faire se peut. Cela fait plaisir au juge d'instruction. Bon, vous n'avez rien remarqué d'autre ? » Je fus forcé d'avouer que non. « Regardez ses mains. » Je les regardai. Elles étaient calleuses, avec des ongles cassés et décolorés. Tout cela ne m'éclairait pas autant que je l'eusse souhaité, et je lançai un regard interrogateur à Giraud. « Ce ne sont pas les mains d'un monsieur, » dit Giraud en réponse à ma question muette. « Et pourtant, il porte un costume d'homme riche. C'est pour le moins curieux, n'est-ce pas ? Très curieux, en effet. Et son linge n'est pas marqué. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Que cet homme essayait de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il était déguisé. Pourquoi ? Craignait-il quelque chose ? Essayait-il d'échapper à un danger sous ce déguisement ? Nous ne le savons pas encore, mais une chose est sûre. Il était aussi soucieux de dissimuler son identité que nous de la découvrir.
Son regard revint se poser sur le corps. Comme pour le premier, il n'y a aucune empreinte sur le poignard. Là aussi, l'assassin portait des gants. Vous pensez donc qu'il s'agit du même meurtrier ? Giraud prit un air impénétrable. Ne vous occupez pas de ce que je pense. Nous verrons bien. Marchot ? Le sergent de ville apparut. Monsieur l'inspecteur. Pourquoi madame Renaud n'est-elle pas encore là ? Je l'ai envoyée chercher il y a un quart d'heure. Elle arrive, justement, monsieur l'inspecteur, et son fils l'accompagne. Bien, mais ne les faites pas entrer ensemble. Marchot salua et disparut. Il revint 1 minute plus tard, accompagné de madame Renaud. Giraud s'avança et la salua d'une sèche inclinaison de la tête. « Par ici, madame. » Il la conduisit au fond de la cabane et s'écarta brusquement. « Voici l'homme, dit-il. Le reconnaissez-vous » Il ne la quittait pas des yeux, cherchant à lire dans ses pensées et à surprendre la moindre altération de ses traits. Mais madame Renaud demeura parfaitement calme. Trop calme, à mon avis. Elle contempla le corps sans manifester d'intérêt, en tout cas sans se troubler, et sans avoir l'air de le reconnaître. « Non, dit-elle finalement, je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Il m'est totalement inconnu. » Vous en êtes sûre ? Tout à fait certaine. Vous ne reconnaissez pas en lui un de vos agresseurs, par exemple ? Non. Elle parut hésiter, comme frappée par une idée soudaine. Non, je ne le pense pas. Bien sûr, il portait des barbes. Fausses, d'ailleurs, s'il faut en croire le juge d'instruction. Mais même comme ça, non, il ne ressemble à aucun des deux, ajouta-t-elle d'un ton catégorique cette fois. Bien, madame, ce sera tout. Elle sortit la tête droite, ses cheveux argentés brillant au soleil. Jacques Renaud lui succéda. Il déclara à son tour, d'un air fort naturel, n'avoir jamais vu cet homme. Giraud se contenta de grommeler vaguement. Je n'aurais pu dire s'il était déçu ou non. Il appela de nouveau Marchot. « L'autre est ici ?»« Oui, monsieur l'inspecteur. »« Alors, faites-la entrer. » L'autre, comme disait Giraud, était madame Daubreuil. Elle entra d'un air indigné, en protestant avec véhémence. « Je proteste, monsieur. C'est un scandale. Qu'ai-je à faire avec tout ceci ?»« Madame, dit brutalement Giraud, j'enquête non plus sur un meurtre, mais sur 2. Pour autant que je sache, vous avez pu commettre les 2. »« Comment osez-vous » s'écria-t-elle. « Comment osez-vous me faire l'insulte d'une accusation aussi grave ? C'est infâme. » « Infâme ? Vraiment ?» Il alla reprendre le cheveu sur le poignard et le tint entre le pouce et l'index. « Vous voyez ceci, madame ?» Il fit un pas vers elle. « Vous permettez que je compare ?» Elle poussa un cri et se rejeta en arrière, les lèvres blêmes. « C'est faux, je le jure. Je ne sais rien sur ce crime, ni sur l'autre. Quiconque affirme le contraire est un menteur. Mon Dieu, mais que puis-je faire ?» « Calmez-vous, madame, » dit froidement Giraud. « Personne ne vous accuse encore. Mais vous feriez mieux de répondre à mes questions sans faire plus de manières. »« Tout ce que vous voudrez, monsieur. »« Regardez le mort. Avez-vous déjà vu cet homme ?» Tandis qu'un peu de couleur revenait à ses joues, madame Daubreuil s'approcha et contempla le cadavre avec une certaine curiosité. Puis elle secoua la tête. « Je ne le connais pas. » Il semblait impossible de mettre sa parole en doute. Les mots étaient sortis si naturellement. Giraud la renvoya d'un signe de tête. « Vous la laissez partir ?» lui demandai-je à voix basse. « Est-ce raisonnable ? On dirait bien que ce cheveu noir lui appartient. »« Je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne mon métier, » dit Giraud d'un ton sec. « Elle est sous surveillance constante et je n'ai pas l'intention de l'arrêter pour l'instant. » Il contempla de nouveau le corps, les sourcils froncés. « Diriez-vous que cet homme a le type espagnol ?» demanda-t-il soudain. Je l'examinai attentivement. « Non, » décrétai-je enfin, « je dirais plutôt qu'il a l'air d'un Français. » Giraud poussa un grognement de mécontentement. « Moi aussi. » Il resta planté là un moment, puis, m'écartant d'un geste autoritaire, il se remit à 4 pattes
et reprit ses investigations. Il était extraordinaire. Rien ne lui échappait. Il inspectait le sol centimètre par centimètre, retournant des pots, examinant de vieux sacs. Il ramassa un tas de chiffons près de la porte, mais il ne s'agissait que d'un vieux manteau et d'un pantalon sur lesquels il ne s'attarda pas. 2 paires de vieux gants ne retinrent pas non plus son attention. Puis, revenant aux pots, il les retourna l'un après l'autre méthodiquement. Il finit par se remettre debout, l'air déçu et perplexe. Je crois qu'il avait totalement oublié ma présence. C'est alors qu'on entendit un remue-ménage à l'extérieur, et notre vieil ami, le juge d'instruction, flanqué de son greffier et de M. Bex, entra très affairé, le médecin légiste sur ses talons. « C'est inimaginable, monsieur Giraud !» s'exclama le magistrat. « Un autre crime ! Ah ! Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Il y a là un profond mystère. Qui est la victime, cette fois-ci ? C'est justement ce que personne n'est en mesure de nous dire, monsieur. Le cadavre n'a pas encore été identifié. »« Où est le corps ? » demanda le médecin légiste. Giraud se poussa un peu de côté. « Dans le coin, là-bas. Il a été poignardé en plein cœur, comme vous pouvez le constater. Et avec le poignard volé hier matin. Je suppose que le meurtre a suivi de peu le vol. Mais c'est à vous de vous prononcer là-dessus. Vous pouvez manipuler le poignard, il ne porte aucune empreinte. » Le médecin s'accroupit près du corps et Giraud se tourna vers le juge d'instruction. « Un beau petit problème, n'est-ce pas ? Mais vous verrez, je le résoudrai. »« Alors, comme ça, personne ne peut l'identifier ?» dit pensivement le magistrat. « Pourrait-il être l'un des assassins ? Ils ont peut-être réglé leur compte entre eux. » Giraud avait l'air dubitatif. « Cet homme est français, j'en mettrai ma tête à couper. » Mais il fut interrompu par le médecin, toujours accroupi et qui paraissait perplexe. « Vous pensez qu'il a été tué hier matin ? » « J'ai dit ça en fonction du vol du poignard, » expliqua Giraud. « Mais il peut fort bien avoir été tué plus tard dans la journée. » « Plus tard dans la journée ? Baliverne, cet homme est mort depuis au moins 48 heures, et sans doute depuis plus longtemps encore. » Nous nous regardâmes en silence, abasourdis. Chapitre 15. Une photographie. La déclaration du médecin était si stupéfiante que nous restâmes un moment sans voix. Il y avait là un homme assassiné avec un poignard dont nous savions qu'il avait été volé 24 heures auparavant. Et pourtant, le docteur Durand nous assurait formellement que sa mort remontait à 48 heures au moins. Toute l'affaire prenait une allure fantastique. À peine étions-nous remis de notre stupeur que l'on nous apporta un télégramme pour moi. L'hôtel l'avait fait suivre à la villa. Je l'ouvris en hâte. Poirot m'annonçait son retour à Merlinville par le train de 12h28. Consultant ma montre, je m'aperçus que j'avais tout juste le temps d'aller l'accueillir à la gare. Le plus urgent était de lui communiquer sans délai la nouvelle tournure que venait de prendre l'affaire. À l'évidence, Poirot n'avait pas eu de grandes difficultés à trouver ce qu'il était allé chercher à Paris. La promptitude de son retour en était la meilleure preuve. Quelques heures à peine lui avaient suffi. Je me demandais comment il accueillerait les nouvelles sensationnelles que j'avais à lui communiquer. Le train avait quelques minutes de retard. J'arpentais le quai, désœuvré, quand il me vint l'idée d'aller poser quelques questions sur les voyageurs qu'on avait vus le soir du drame. Je m'approchai du porteur, un homme au visage intelligent et ouvert, et n'eus aucune difficulté à amener la conversation sur le sujet. C'était une honte pour la police, affirma-t-il, sans mâcher ses mots, que tant de brigands et d'assassins puissent ainsi courir impunément les routes. Comme je suggérais qu'ils étaient peut-être repartis par le dernier train, il repoussa cette idée avec la plus grande énergie. Il n'y avait guère eu qu'une vingtaine de voyageurs au train de minuit, et il aurait forcément remarqué la présence de 2 étrangers. Je ne sais pas ce qui me poussa à poser la question suivante, peut-être la profonde angoisse que j'avais perçue dans le ton de Marthe Daubreuil. En tout cas, je demandai abruptement. « Et le jeune monsieur Renaud, il n'a pas pris ce train, lui non plus ?»« Ah, non, monsieur.
Arriver pour repartir au bout d'une demi-heure, ça n'aurait vraiment pas été drôle pour lui. Effaré, je le regardais, sans saisir d'abord le sens de ses paroles. Puis, je compris. « Vous voulez dire, demandai-je le cœur battant, que monsieur Jack Renaud est arrivé ce soir-là, à Merlinville ? Mais oui, monsieur, par le dernier train, celui de 23h50. Tout se mit à tourbillonner dans ma tête. Telle était donc la raison de la poignante inquiétude de Marthe Daubreuil. Jack Renaud était à Merlinville le soir du crime. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit ? Pourquoi nous avoir fait croire qu'il était resté à Cherbourg ? Je revoyais le visage franc et ouvert du garçon, et j'avais du mal à l'imaginer mêlé à ce meurtre. Mais alors, pourquoi ce silence de sa part sur un point d'une importance cruciale ? Une chose était certaine, c'est que Marthe Daubreuil l'avait toujours su. D'où son inquiétude et ses questions angoissées au sujet d'éventuels suspects. Le train entra en gare, interrompant mes cogitations, et j'allais accueillir Poirot. Le petit homme rayonnait, il gesticulait, vociférait, et même, oubliant ma réserve toute britannique, il me gratifia d'une chaleureuse accolade au beau milieu du quai. « J'ai réussi, mon cher ami, bien au-delà de mes espérances. »« Vraiment ? Vous m'envoyez ravi ? Et vous connaissez les dernières nouvelles de Merlinville ? » ?»« Comment voulez-vous que je les connaisse ? Il y a du nouveau ? Ce brave Giraud a procédé à une arrestation ? 2, peut-être ? Ah, mais il va avoir de quel bois je me chauffe, celui-là. Mais où m'emmenez-vous, mon ami ? Nous n'allons pas à l'hôtel ? Il faut absolument que j'arrange un peu mes moustaches. Elles sont dans un état déplorable, avec cette chaleur. Et mon manteau doit être plein de poussière, sans compter ma cravate, qui est de travers, je suppose. Je coupai court à ces protestations. Mon cher Poirot, laissez cela pour l'instant. Nous devons retourner à la villa sur-le-champ. Il y a eu un second meurtre. De ma vie, je n'avais vu un homme aussi stupéfait. Il ouvrit la bouche et me contempla, la mâchoire pendante. Toute joie semblait l'avoir abandonné. Il me regardait d'un air hébété. « Que dites-vous ? Un second meurtre ? Mais alors, je me suis trompé sur toute la ligne. J'ai échoué. Giraud peut se moquer de moi à son aise. Il aura bien raison. » « Vous ne vous y attendiez pas, alors ? Moi ? Jamais de la vie. Cela démolit de fond en comble toute ma théorie. Cela... Ah, et puis non !» Il s'arrêta net et se frappa la poitrine. « C'est impossible. Je ne peux pas me tromper. Les faits, considérés avec méthode et dans le bon ordre, n'admettent qu'une explication et une seule. Je dois avoir raison. Et d'ailleurs, j'ai raison. Mais alors... Attendez, mon ami. J'ai forcément raison. Et donc, ce nouveau meurtre est impossible. À moins que... Oh, attendez un moment. Je vous en supplie. Ne dites rien. » Il se concentra en silence pendant quelques instants, puis il reprit son ton habituel et dit d'un air tranquille et assuré. « La victime est un homme d'âge moyen. On a trouvé son corps dans la cabane à outils, tout près du théâtre du premier crime, et il est mort depuis 48 heures au moins. Il est probable qu'il a été poignardé, tout comme monsieur Renaud, mais pas forcément dans le dos. » Ce fut à mon tour de rester bouche bée. Depuis que je connaissais Poirot, c'était bien la déduction la plus stupéfiante que je l'avais vu faire. Aussitôt, un doute me traversa l'esprit. « Poirot, m'écriai-je, vous vous moquez de moi. On vous a déjà tout raconté. » Il me regarda d'un air de profond reproche. « Croyez-vous que je ferais une chose pareille ? Je vous assure que personne ne m'a soufflé mot de tout ça. D'ailleurs, vous avez pu voir le choc que m'a causé cette nouvelle. Mais alors, comment diable pouvez-vous le savoir ? Alors, j'ai raison ? J'en étais sûre. Les petites cellules grises, mon ami, les petites cellules grises. Ce sont elles qui me l'ont dit. C'est dans ces conditions, et pas autrement, qu'il pouvait y avoir un second meurtre. Et maintenant, racontez-moi tout. Passons par ici. Nous prendrons un raccourci à travers le golfe qui nous amènera directement derrière la villa Geneviève. Nous empruntâmes le sentier qu'il indiquait et, tout en marchant, je lui racontais ce que je savais. Poirot écoutait avec la plus grande attention. « Vous dites que le poignard était resté fiché dans la blessure ? Ça, c'est curieux.
Êtes-vous sûr qu'il s'agit bien du même? Je suis formel sur ce point. C'est bien ce qui rend la chose impossible. Rien n'est impossible. Il peut exister 2 poignards. Je levai les sourcils. Mais c'est quand même hautement improbable. Ce serait une coïncidence vraiment stupéfiante. Vous parlez sans réfléchir, Hastings. Comme toujours. Dans certains cas, l'existence de 2 armes identiques serait en effet hautement improbable. Mais pas ici. L'arme en question était un souvenir de guerre qui a été fabriqué sur l'ordre de Jack Renault. Ce qui est fort peu probable, en fait, c'est qu'il en ait fait faire qu'une seule. Il en a sans doute conservé une autre pour son usage personnel. Mais personne n'a jamais mentionné ce fait, objectai-je. Mon ami, reprit Poirot sur son ton de conférencier, quand on travaille sur une affaire, on ne s'intéresse pas uniquement aux faits qui nous sont mentionnés. Il n'y a souvent aucune raison de mentionner certains faits qui peuvent avoir leur importance. De même, il y a souvent une excellente raison pour ne pas les mentionner. À vous de choisir. Je restais silencieux, impressionné malgré moi. Quelques minutes plus tard, nous étions parvenus à la remise. Nous retrouvâmes toutes nos connaissances et, après un bref échange de civilités, Poirot se mit au travail. Ayant déjà vu Giraud à la tâche, je considérais Poirot avec grand intérêt. Il se contenta d'embrasser la cabane à outils d'un bref coup d'œil. La seule chose qu'il examina avec attention fut le tas de vêtements près de la porte. Giraud eut un petit sourire de dédain, et Poirot, comme s'il l'avait remarqué, laissa retomber le manteau et le pantalon. « De vieux vêtements du jardinier ?» demanda-t-il. « Exactement, » dit Giraud. Poirot s'agenouilla près du corps. Ses gestes étaient rapides et méthodiques. Il examina la texture des vêtements et constata par lui-même que le linge n'était pas marqué. Il soumit les chaussures et les ongles cassés à une inspection particulièrement attentive. Tout en examinant ces derniers, il s'adressa à Giraud. « Vous les avez vus ?»« Oui, je les ai vus, » répliqua l'autre, le visage impénétrable. Poirot se raidit soudain. « Docteur Durand ?»« Oui, » répondit le médecin en s'approchant. « Il a de l'écume aux lèvres. Vous l'avez remarqué ? Je dois reconnaître que je n'y ai pas prêté attention. Mais vous le voyez, à présent ? Oh, certainement. » Poirot se tourna de nouveau vers Giraud. « Vous l'avez remarqué, évidemment. » L'autre ne répondit rien et Poirot poursuivit son examen. On avait ôté le poignard de la blessure et on l'avait déposé dans un bocal en verre près du corps. Poirot inspecta l'arme, puis étudia attentivement la blessure. Quand il leva les yeux, j'y vis briller cette lueur verte que je connaissais si bien. « Ça, c'est vraiment une blessure bizarre. Elle n'a pas saigné. Les vêtements sont indemnes. Seule la lame du poignard est très légèrement tachée. Qu'en dites-vous, monsieur le docteur ? » « Que c'est tout à fait anormal. » « Ce n'est pas anormal du tout. C'est très clair, au contraire. Cet homme a été poignardé après sa mort. » Apaisant d'un geste les exclamations qui s'élevaient dans l'assistance, Poirot se retourna vers Giraud et ajouta : « D'ailleurs, l'inspecteur Giraud est d'accord avec moi là-dessus, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur ?» Quelle qu'ait été la conviction profonde de Giraud, il acquiesça sans qu'un muscle de son visage ne bougeât. D'un ton calme, où perçait même une pointe de dédain, il répondit : « Je suis tout à fait d'accord. » Cette déclaration souleva un nouveau murmure de surprise et d'intérêt. « Quelle idée !» s'écria M. Hautet. « Poignarder un homme après sa mort, mais c'est barbare, inouï, une haine sans merci, peut-être ?»« Non, » dit Poirot. « J'incline à penser qu'on a exécuté cela de parfait sang-froid, dans le but de créer une illusion. » « Quelle illusion ?»« Celle qu'on a bien failli réussir à créer, » répliqua Poirot sur un ton d'oracle. Pendant ce temps, M. Bex se livrait à ses propres réflexions. « Alors, comment cet homme a-t-il été tué ?»« Il n'a pas été tué. Il est mort. Et mort, si je ne m'abuse, d'une crise d'épilepsie. »
Cette dernière déclaration provoqua de nouveaux remous. Le docteur Durand s'accroupit encore et reprit son examen. Quand il se releva, il s'adressa à mon ami. « Monsieur Poirot, j'incline à penser que votre affirmation est exacte. Je me suis trompé dès le départ. Le fait indéniable que cet homme avait été poignardé a distrait mon attention et m'a lancé sur une fausse piste. » Poirot fut le héros de l'heure. Le juge d'instruction ne lui ménagea pas ses compliments. Poirot lui répondit les choses les plus gracieuses, avant de prétexter que ni lui ni moi n'avions encore déjeuné et qu'après ce voyage, il voulait réparer un peu le désordre de sa tenue. Alors que nous nous dirigions vers la porte, Giraud s'approcha de nous. « Une dernière chose, monsieur Poirot, dit-il, d'un ton suave et légèrement moqueur. Nous avons trouvé ceci enroulé autour du manche du poignard. C'est un cheveu de femme. » « Ah, dit Poirot, un cheveu de femme. De quelle femme ? Je me le demande. »« Je me le demande aussi, dit Giraud. Et après un léger salut, il s'en fut. Ce qui l'insistait, ce brave Giraud, dit pensivement Poirot, tandis que nous marchions en direction de l'hôtel. Je me demande sur quelle piste il a l'intention de me lancer. Un cheveu de femme, hein ? Nous déjeunâmes de grand appétit, mais Poirot me parut distrait. Dès que nous nous retrouvâmes dans notre salon privé, je le priai de me raconter par le menu son mystérieux voyage à Paris. « Volontiers, mon ami. Je suis allé à Paris pour chercher ceci. » Et il sortit de sa poche une petite coupure de presse jaunie. C'était un portrait de femme. Il me la tendit et je jetai une exclamation. « Vous la reconnaissez ?» Bien que la photo remontât à plusieurs années et que la coiffure fût différente, la ressemblance était frappante. « Madame Daubreuil !» m'exclamai-je. « Ce n'est pas tout à fait exact, mon bon ami, » rectifia Poirot avec un sourire. « Elle ne portait pas ce nom-là à l'époque. Vous avez devant vous une photographie de la fameuse Madame Béroldy. » « Madame Béroldy ?» En un éclair, tout me revint en mémoire. Le procès pour meurtre qui avait suscité un intérêt passionné dans le monde entier. L'affaire Béroldy. Chapitre 16. L'affaire Béroldy. Une vingtaine d'années environ avant le début de notre histoire, M. Arnold Béroldy, natif de Lyon, débarquait à Paris avec sa jolie jeune femme et leur fillette qui n'était encore qu'un bébé. M. Béroldy était le plus jeune associé d'une firme de négociants en vin. C'était un homme d'âge moyen, assez fort, qui appréciait les bonnes choses de la vie, portait un dévouement sans bornes à sa charmante jeune épouse et ne se distinguait en dehors de cela par aucune qualité remarquable. La firme pour laquelle il travaillait n'était pas très importante, et sans le laisser à proprement parler dans la misère, elle ne lui rapportait pas un bien gros revenu. Les Béroldy s'installèrent dans un petit appartement et vécurent d'abord sur un pied modeste. Mais si M. Béroldy n'avait rien de remarquable, sa femme, elle, était pourvue d'une quantité de dons. Jeune et jolie, dotée en outre d'un charme singulier, Madame Béroldy fit bientôt sensation dans le quartier. Sa réputation grandit encore quand on se mit à chuchoter qu'un mystère entourait sa naissance. Des gens affirmaient qu'elle était la fille illégitime d'un grand-duc russe. D'autres prétendaient qu'elle était issue de l'union morganatique d'un archiduc autrichien. Mais toutes ces histoires s'accordaient au moins sur un point. Jeanne Béroldy était au cœur d'un passionnant mystère. Les Béroldy comptaient parmi leurs amis et connaissances un jeune avocat du nom de Georges Conneau. Il fut bientôt évident pour tout le monde que la belle Jeanne l'avait ensorcelée. Madame Béroldy encouragea discrètement les avances du jeune homme, tout en continuant de clamer bien haut son entière dévotion à son mari. Néanmoins, il se trouva plus d'une méchante langue pour affirmer que Georges Conneau était son amant, et qu'il était loin d'être le seul. Les Béroldy étaient installés à Paris depuis environ 3 mois,
quand un nouveau personnage entra en scène. Il s'agissait de M. Hiram P. Trapp, un Américain nanti d'une immense fortune. Présenté à la mystérieuse Madame Beroldy, il tomba bientôt sous le charme. Il ne dissimulait point son admiration, qui restait toutefois strictement platonique. Vers cette époque, les confidences de Madame Beroldy se firent plus précises. Elle affirma à quelques amis qu'elle était très inquiète pour son mari. À l'entendre, il s'était laissé entraîner dans une conspiration d'ordre politique. Elle fit également allusion à d'importants papiers concernant un « secret » d'une importance capitale pour l'Europe entière. Ces papiers avaient été confiés à son mari pour égarer les recherches de ceux qui voulaient s'en emparer. Ayant reconnu parmi les suspects des membres importants du cercle révolutionnaire de Paris, Madame Beroldy était fort inquiète. Le drame éclata le matin du 28 novembre. La femme de charge qui venait tous les jours s'occuper du ménage des Beroldy eut la surprise de trouver la porte de l'appartement grande ouverte. Entendant des gémissements dans la chambre à coucher, elle entra. Un terrible spectacle s'offrit à ses yeux. Madame Beroldy était couchée par terre, pieds et poings liés, geignant faiblement après avoir réussi à se débarrasser de son bâillon. Sur le lit, M. Beroldy était étendu dans une mare de sang, un poignard planté en plein cœur. Le récit de Madame Beroldy fut assez clair. Réveillée en sursaut, elle avait vu 2 hommes masqués penchés sur elle. Pour étouffer ses cris, ils l'avaient bâillonnée et ligotée. Ils avaient ensuite demandé à M. Beroldy de leur livrer le fameux « secret ». Mais l'intrépide négociant en vain avait refusé tout net. Furieux, l'un des 2 hommes lui avait aussitôt plongé un poignard dans le cœur. Puis, s'étant emparés des clés du mort, ils avaient ouvert le coffre-fort et étaient partis en emportant de nombreux documents. Les 2 hommes portaient de grandes barbes et ils étaient masqués, mais Madame Beroldy affirma catégoriquement que c'étaient des Russes. L'affaire fit sensation. Le temps passa, sans qu'on pût retrouver la trace des mystérieux barbus. Puis, au moment où le public commençait à oublier l'affaire, celle-ci connut un étonnant rebondissement. Madame Beroldy fut arrêtée et accusée du meurtre de son mari. Le procès suscita un intérêt passionné. La jeunesse, la beauté de l'accusé, ainsi que son mystérieux passé, en firent une cause célèbre. Il fut abondamment prouvé que les parents de Jeanne Beroldy étaient un simple couple d'épiciers, fort respectable au demeurant, installés dans les faubourgs de Lyon. Le grand-duc russe, les intrigues royales et les menées politiques, autant d'histoires qui sortaient tout droit de l'imagination de la jeune femme. Implacable, l'accusation étala au grand jour tous les détails de sa vie privée. Il apparut que le meurtre avait pour mobile M. Hiram P. Trapp. Celui-ci fit de son mieux pour défendre la jeune femme, mais, soumis à un interrogatoire serré, il fut forcé d'admettre qu'il l'aimait et que, si elle avait été libre, il lui aurait demandé de l'épouser. Le fait que leurs relations fussent restées strictement platoniques ne fit que renforcer les charges contre l'accusé. Puisque ce riche Américain refusait, par droiture, de faire d'elle sa maîtresse, Jeanne Beroldy avait conçu le monstrueux projet de se débarrasser de son trop vieux et médiocre mari pour pouvoir convoler en justes noces avec lui. Tout au long du procès, Madame Beroldy tint tête à ses accusateurs avec un exceptionnel sang-froid. Jamais elle ne varia dans ses déclarations et maintint jusqu'au bout qu'elle était d'origine royale et qu'on l'avait substituée à sa naissance à la fille d'un marchand de légumes. Aussi absurdes et peu fondées qu'avaient pu être ces déclarations, il se trouva beaucoup de gens pour leur accorder crédit. Mais l'instruction fut sans pitié. Elle dénonça les Russes, masqués comme une pure fable, et affirma que le meurtre avait été commis par Madame Beroldy et son amant, Georges Conneau. Un mandat d'arrêt fut lancé contre lui, mais il avait eu la sagesse de disparaître. Il fut démontré que les cordes qui ligotaient Madame Beroldy étaient si lâches qu'elle aurait pu s'en libérer seule sans aucun mal. Et puis, vers la fin du procès, une lettre postée de Paris parvint au procureur de la République. Elle émanait de Georges Conneau et contenait une confession complète.
Sans révéler l'endroit où il se trouvait, Georges Conneau s'avouait coupable du meurtre. Il déclarait avoir porté lui-même le coup fatal à l'instigation de madame Béroldy. Ils avaient conçu l'assassinat ensemble. Convaincu que son mari la maltraitait et aveuglé par une passion qu'il croyait payer de retour, il avait prémédité le crime et porté le coup qui devait délivrer d'un odieux esclavage la femme qu'il aimait. Il venait de découvrir l'existence de M. Hiram P. Trapp et de comprendre que sa maîtresse l'avait trahi. Ce n'était pas par amour pour lui qu'elle souhaitait être libre, mais pour pouvoir épouser un riche Américain. Elle s'était servie de lui comme d'un simple instrument et à présent, fou de jalousie, il se retournait contre elle et la dénonçait à son tour, déclarant qu'il avait agi à son instigation. Ce fut alors que madame Béroldy montra quelle femme remarquable elle était. Sans la moindre hésitation, elle abandonna son premier système de défense et reconnut que les Russes, masqués, étaient une pure invention de sa part. Georges Conneau était bien le véritable assassin. Il avait commis ce crime aveuglé par sa passion pour elle, en lui jurant que si elle le dénonçait, sa vengeance serait terrible. Terrifiée par ces menaces, elle avait consenti à se taire. De plus, elle craignait d'être accusée de complicité si elle révélait le nom du véritable coupable. Mais elle n'avait plus jamais voulu revoir l'assassin de son mari, et c'était pour se venger de son attitude qu'il l'accusait aujourd'hui. Elle jura solennellement qu'elle était innocente de toute préméditation et que, au cours de cette nuit mémorable, elle s'était simplement réveillée pour trouver Georges Conneau penché sur elle, le poignard, taché de sang de son mari, encore à la main. L'issue de l'affaire se joua à fort peu de choses. Le récit de madame Béroldy était à peine croyable, mais son appel au jury fut un chef-d'œuvre d'éloquence. Les joues inondées de larmes, elle parla de son enfant, de son honneur de femme, de son désir de garder sa réputation intacte pour l'amour de sa fille. Elle admettait que, Georges Conneau ayant été son amant, on pouvait la tenir pour moralement responsable de ce crime, et qu'elle avait commis une faute grave en ne dénonçant pas l'assassin. Mais elle déclara d'une voix brisée qu'aucune femme n'aurait voulu dénoncer son amant. Elle l'avait aimé. Pouvait-elle prendre l'initiative de l'envoyer à la guillotine? Certes, elle était grandement coupable, mais elle le jurait devant Dieu, innocente du terrible crime qu'on lui imputait. Quelle qu'ait pu être la vérité, son éloquence et son charme l'emportèrent. Au cours d'une séance inoubliable, dans un tumulte et une émotion indescriptibles, madame Béroldy fut en fin de compte acquittée. Malgré tous les efforts de la police, Georges Conneau ne fut jamais retrouvé. Quant à madame Béroldy, on n'entendit plus parler d'elle. Emmenant sa fille, elle avait quitté Paris pour recommencer une nouvelle vie. Chapitre 17. Où nous poursuivons nos recherches. Je viens d'exposer l'affaire Béroldy dans son entier. Il va sans dire que les détails ne me revinrent pas aussitôt dans cet ordre. Néanmoins, je gardais un souvenir assez précis de cette affaire. Elle avait suscité un immense intérêt à l'époque, et les journaux anglais en avaient largement rendu compte, de sorte que je n'eus pas à faire un grand effort de mémoire pour en retrouver les faits les plus marquants. Sous le coup de l'émotion, il me parut que l'affaire Béroldy éclairait toute l'affaire Renaud. Il faut admettre que je suis très impulsif, et Poirot a coutume de déplorer ma façon de tirer trop vite les conclusions. Mais il me semble que, dans ce cas, j'avais quelques excuses. Cette découverte justifiait totalement le point de vue de Poirot, et c'est ce qui me frappa tout d'abord. Toutes mes félicitations, Poirot, j'y vois clair à présent. Poirot alluma une de ses minuscules cigarettes avec sa précision habituelle. Eh bien, mon ami, puisque vous y voyez clair, dites-moi ce que vous voyez au juste. Que c'est madame Daubreuil, ou Béroldy, qui a assassiné M. Renaud. La similitude entre les deux affaires en est la preuve absolue. Vous estimez donc que madame Béroldy a été acquittée à tort et qu'elle était coupable de complicité dans le meurtre de son mari? J'écarquillai les yeux. Mais bien sûr, pas vous.
Poirot remit machinalement une chaise en place et finit par dire d'un ton pensif. « Oui, c'est mon opinion. Mais cela n'a rien d'évident, mon ami. Juridiquement parlant, Madame Beroldy est innocente. Du premier crime, peut-être, pas de celui-ci. » Poirot vint se rasseoir près de moi et me regarda d'un air plus pensif encore. « Votre opinion est faite, alors, Hastings ? C'est bien Madame Daubreuil qui a assassiné Monsieur Renaud ? » ?»« Oui. »« Et pourquoi ?» La brutalité de la question me déconcerta un moment. « Pourquoi ?» bredouillai-je. « Pourquoi ? Eh bien, parce que... » Je restai court. Poirot secoua la tête. « Vous voyez, vous vous heurtez aussitôt à une difficulté. Pourquoi Madame Daubreuil, je l'appellerai ainsi par commodité, aurait-elle assassiné Monsieur Renaud ? Je ne peux lui trouver l'ombre d'un mobile. Elle ne tire aucun profit de sa mort. Qu'elle ait été sa maîtresse ou son maître chanteur, elle y perd dans les deux cas. Il n'y a jamais de meurtre sans mobile. Pour le premier assassinat, c'était une autre histoire. Il y avait un riche amant en jeu, prêt à prendre la place laissée toute chaude par le mari. L'argent n'est pas l'unique mobile de tous les meurtres, objectai-je. C'est juste, approuva placidement Poirot. Il en existe encore deux. Le crime passionnel en est un autre. Le dernier est encore plus rare. C'est le meurtre pour une idée, qui suppose le plus souvent un certain dérangement mental chez le meurtrier. La manie homicide et le fanatisme religieux appartiennent également à cette catégorie que nous pouvons écarter d'office dans l'affaire qui nous intéresse. Mais que dites-vous du crime passionnel ? Pouvez-vous l'écarter, lui aussi ? Si Madame Daubreuil était la maîtresse de Renaud et qu'elle a senti chez lui un refroidissement, ou si sa jalousie a été éveillée pour une raison quelconque, n'a-t-elle pas pu le poignarder dans un accès de fureur ? De nouveau, Poirot secoua la tête. Si, et je dis bien si, Madame Daubreuil était la maîtresse de Renaud, il n'a pas eu le temps de se lasser d'elle, et de toute façon, vous vous trompez sur son caractère. C'est une femme capable de simuler une profonde émotion, une actrice consommée. Considérée d'un œil impartial, sa vie tout entière dément son apparence passionnée. Si nous réfléchissons bien, nous voyons qu'elle a toujours calculé toutes ses actions avec le plus grand sang-froid. Ce n'était pas pour vivre libre avec son jeune amant qu'elle s'est rendue coupable de complicité de meurtre. Elle avait pour objectif le riche Américain, dont elle se souciait sans doute comme d'une guigne. Si elle devait commettre un crime, ce serait toujours avec l'espoir d'y gagner quelque chose. Or, ici, elle n'y gagne rien. D'autre part, comment expliquez-vous qu'elle ait creusé une tombe ? Ça, c'était un travail d'homme. Elle pouvait avoir un complice, suggérai-je, peu disposé à renoncer à mon hypothèse. J'ai encore une autre objection. Vous avez parlé de la similitude entre les deux crimes. Où donc voyez-vous une telle similitude, mon cher ami ? Je le regardais avec stupéfaction. Mais enfin, Poirot, c'est vous-même qui l'avez remarqué. L'histoire des hommes masqués, le secret, les papiers. Poirot eut un petit sourire. Là, calmez-vous, mon ami. Je ne renie rien de ce que j'ai dit. Les deux histoires ont un lien indéniable entre elles. Mais réfléchissez, à présent, à ce fait curieux. Ce n'est pas Madame Daubreuil qui nous a raconté cette fable. Et si c'était elle, tout irait en effet comme sur des roulettes. Mais c'est Madame Renaud. Les deux femmes seraient-elles de connivence ? J'ai du mal à le croire, dis-je lentement. Si c'est vraiment le cas, Madame Renaud est la meilleure actrice que j'ai jamais rencontrée. Taratata, fit Poirot avec impatience. Vous vous fondez encore une fois sur le sentiment et non sur la logique. S'il faut à toute force qu'une criminelle soit une actrice consommée, alors
Ne vous gênez pas pour la supposer telle. Mais est-ce bien nécessaire? Je ne crois pas que madame Renaud soit de connivence avec madame Daubreuil, pour diverses raisons, dont je vous ai déjà énuméré une partie. Les autres vont de soi. En conséquence, une fois éliminée cette possibilité, nous approchons enfin de la vérité, laquelle est, comme toujours, très curieuse. « Poirot, m'écriai-je, que me cachez-vous encore ? Mon ami, il faut faire vos propres déductions. Vous avez tous les éléments en main. Faites fonctionner vos petites cellules grises. Tâchez de raisonner non pas comme Giraud, mais comme Hercule Poirot. Mais vous êtes sûr ? Mon ami, je me suis conduit à bien des égards comme un imbécile. Mais cette fois, j'y vois clair. Vous savez tout ? J'ai découvert ce que M. Renaud m'avait demandé de découvrir. Et vous connaissez l'assassin ? Je connais un assassin. Que voulez-vous dire ? Tout dépend de quoi nous parlons. Il n'y a pas un crime, mais deux. J'ai résolu le premier, mais pour ce qui est du second... Eh bien, je dois avouer que je ne suis sûr de rien. Mais enfin, Poirot, je croyais vous avoir entendu dire que l'homme trouvé dans la cabane à outils était mort de mort naturelle. Taratata, répéta Poirot avec une impatience accrue. Vous ne comprenez toujours pas. On peut parfois avoir un crime sans meurtrier, mais pour 2 crimes, il nous faut impérativement 2 cadavres. Cette remarque me parut si dépourvue de sens commun que je regardai mon ami avec une certaine inquiétude. Mais il avait l'air dans son état normal. Soudain, il se leva et alla à la fenêtre. « Le voici, dit-il. »« Qui donc ?»« Monsieur Jack Renaud. Je lui ai envoyé un petit mot le priant de passer me voir. » Cela fit dévier le cours de mes pensées. Je demandai à Poirot s'il savait que Jacques Renaud était à Merlinville le soir du crime. J'avais espéré prendre en défaut mon astucieux ami, mais comme toujours, il était déjà au courant. Lui aussi s'était renseigné à la gare. Et nous ne sommes pas sans doute les seuls à avoir eu cette idée, Hastings. Cet excellent Giraud a dû faire sa petite enquête, lui aussi. Vous ne croyez quand même pas... Je me tus brusquement. Oh non, ce serait trop terrible. Poirot me jeta un coup d'œil inquisiteur, mais je n'ajoutai rien. L'idée venait de me traverser l'esprit que s'il y avait cette femme impliquée à des degrés divers dans l'affaire, madame Renaud, madame Daubreuil et sa fille, la mystérieuse visiteuse du soir et les 3 domestiques, il n'y avait, à l'exception du vieil Auguste qui ne comptait guère, qu'un seul homme, Jack Renaud. Et la tombe avait forcément été creusée par un homme. Je n'eus pas le temps de m'attarder davantage sur cette affreuse idée, car Jack Renaud fut introduit dans la pièce. Poirot l'accueillit de la façon la plus naturelle. « Veuillez vous asseoir, monsieur. Je regrette infiniment de vous avoir dérangé, mais vous comprendrez que l'atmosphère de la villa ne me convient guère. Monsieur Giraud et moi avons certaines divergences de vues. Il n'a pas fait preuve d'une politesse exquise à mon égard, et vous imaginez sans peine que je ne tiens pas à le faire bénéficier de mes éventuelles découvertes. »« Vous avez parfaitement raison, monsieur Poirot, » répondit le jeune homme. « Ce Giraud est d'une muflerie inqualifiable, et je serais enchanté de voir quelqu'un le remettre à sa place. Dans ce cas, voudriez-vous m'accorder une petite faveur ? » ?»« Certainement. » « Je vais vous prier de vous rendre à la gare et de prendre le premier train pour Abalac, la station suivante. Vous demanderez à la consigne si 2 étrangers n'y ont pas déposé une valise la nuit du meurtre. C'est une toute petite gare, et il est presque certain qu'ils s'en souviendront. Pouvez-vous faire cela pour moi ? » Mais, bien sûr, répondit le jeune homme intrigué, mais tout disposé à rendre service. Voyez-vous, mon ami et moi, nous avons affaire ailleurs, expliqua Poirot. Il y a un train dans un quart d'heure, et je ne veux pas que vous repassiez par la villa. Je ne tiens pas à ce que Giraud ait vent de vos allées et venues. Très bien, j'irai directement à la gare. Il se levait déjà, mais Poirot l'arrêta. Un instant, monsieur Renaud, il y a encore une chose qui m'intrigue. Pourquoi n'avez-vous pas dit à monsieur Hautet
que vous vous trouviez à Merlinville la nuit du crime. Le visage de Jack Renaud s'empourpra. Il fit un effort visible pour se maîtriser. Vous faites erreur. Je me trouvais à Cherbourg, comme je l'ai dit ce matin au juge d'instruction. Poirot le regarda en plissant les yeux comme un chat, jusqu'à ce qu'il ne soit plus que 2 fentes vertes. Alors, j'ai commis là une erreur bien singulière. Puisque tout le personnel de la gare a commis la même, on dit que vous êtes arrivé par le train de 23h50. Jack Renaud hésita un court instant, puis finit par se décider. Et quand ce serait vrai? Chercheriez-vous à m'accuser d'avoir trempé dans le meurtre de mon père? Il avait posé cette question d'un ton hautain, la tête rejetée en arrière. J'aimerais bien connaître la raison qui vous a amené ici. C'est très simple. Je suis venu voir ma fiancée, mademoiselle Daubreuil. J'étais à la veille de partir pour un long voyage, sans trop savoir quand je reviendrais. Je désirais la rencontrer avant mon départ, pour l'assurer une fois encore de mon entière dévotion. « Et vous l'avez vue ?» demanda Poirot, sans lâcher le jeune homme du regard. Il y eut un long silence, puis Jack Renaud finit par dire « Oui. » « Et ensuite, je me suis aperçu que j'avais manqué le dernier train. J'ai marché jusqu'à Saint-Beauvais, j'ai frappé à la porte d'un garage et loué une voiture pour regagner Cherbourg. Saint-Beauvais, c'est à 15 kilomètres d'ici. Une bien longue promenade, monsieur Renaud. J'avais envie de marcher. Poirot inclina la tête pour montrer qu'il acceptait cette explication. Jack Renaud attrapa son chapeau, sa canne et s'enfuit. Poirot bondit aussitôt. « Vite, Hastings, nous allons le prendre en filature. » Tout en maintenant une bonne distance entre notre proie et nous le suivîmes par les rues de Merlinville. Mais quand Poirot le vit tourner en direction de la gare, il s'arrêta net. « Tout va bien, il a mordu à l'hameçon. Il va aller à Abalac, s'enquérir d'une valise imaginaire déposée par d'imaginaires étrangers. Oui, mon ami, tout ceci n'était qu'une petite astuce de ma part. »« Vous vouliez vous débarrasser de lui, m'exclamai-je. »« Hastings, votre capacité de pénétration me laissera toujours pantois. Et maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, en route pour la villa Geneviève. » Chapitre 18. Giraud passe à l'action. Une fois à la villa, Poirot se dirigea aussitôt vers la petite remise où avait été découvert le second cadavre. Mais au lieu d'entrer, il resta planté près du banc dont j'ai déjà parlé, situé à quelques mètres de là. Il le contempla un moment, puis s'approcha avec précaution de la haie qui marquait la limite entre la villa Geneviève et la villa Marguerite. Il revint vers le banc en hochant la tête d'un air concentré, puis repartit une fois encore vers la haie, dont il écarta les buissons des 2 mains. « Avec un peu de chance, me lança-t-il, nous trouverons mademoiselle Marthe au jardin. J'aimerais lui dire quelques mots, sans pour autant aller sonner à la porte de la villa Marguerite. Ah, c'est parfait. La voici, justement. Psst, mademoiselle, un instant, s'il vous plaît. » Je le rejoignis au moment où Marthe Daubreuil, un peu surprise, s'approchait à son tour de la haie. « Auriez-vous la bonté de m'accorder quelques minutes d'entretien, mademoiselle ?»« Mais certainement, monsieur Poirot. » Bien qu'elle eût répondu sans hésiter, elle paraissait troublée, effrayée. « Mademoiselle, vous rappelez-vous avoir couru après moi sur la route, le jour où je suis venu chez vous avec le juge d'instruction? Vous m'avez demandé si les soupçons se portaient sur une personne en particulier. »« Oui, et vous m'avez parlé de 2 Chiliens. » Sa voix n'était qu'un souffle, et elle pressait sa main contre sa poitrine. « Voudriez-vous me reposer la même question à présent, mademoiselle? Où voulez-vous en venir? À ceci. Si vous me posiez la même question aujourd'hui, ma réponse serait bien différente. On soupçonne quelqu'un, en effet, mais ce n'est pas un Chilien. »« Qui donc, alors ?» demanda-t-elle faiblement. « Monsieur Jack Renaud. »« Quoi ?» dit-elle dans un cri. « Jack ? C'est impossible. Qui ose le soupçonner ? » « Giraud. L'inspecteur Giraud ?» La jeune fille blêmit.
Cet homme me fait peur. Il est cruel. Il est capable de... » Sa voix se brisa. Puis je la vis rassembler ses forces, et, à son expression déterminée, je compris que cette frêle jeune fille avait le caractère d'une lutteuse. Poirot la regardait, lui aussi, avec attention. « Vous savez, bien sûr, que Jack Renaud était ici la nuit du crime ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle machinalement, « il me l'a dit. »« Il n'était guère prudent de chercher à le dissimuler, » remarqua Poirot. « Je sais, » répondit-elle avec impatience. « Mais à quoi bon se perdre en vains regrets à présent ? Nous devons trouver un moyen de le sauver. Il est innocent, bien sûr, mais cela ne pèse pas lourd pour un homme comme Giraud qui ne pense qu'à sa réputation. Il faut à toute force qu'il arrête quelqu'un, et ce quelqu'un va être Jack. »« Les faits témoignent contre lui, » déclara Poirot. « Vous vous en rendez compte ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Je ne suis plus une enfant, monsieur. Je peux me montrer courageuse et regarder les choses en face. Il est innocent et nous devons à tout prix le sauver. » Elle avait parlé avec une sorte d'énergie désespérée. Puis elle resta silencieuse un moment, perdue dans ses réflexions. « Mademoiselle, » dit Poirot en l'observant attentivement, « vous ne nous cachez pas quelque chose ?» Elle hocha la tête d'un air perplexe. « Si, en effet. Mais cela paraît si absurde que je me demande si vous allez le croire. »« Dites toujours, mademoiselle. »« Voici. L'inspecteur Giraud m'a fait appeler, après tous les autres, pour voir si je pouvais identifier l'homme qu'on a trouvé là. » Elle désigna la cabane à outils d'un signe de tête. « Je ne l'ai pas reconnu. En tout cas, pas sur le moment. Mais depuis, j'ai réfléchi. Eh bien, cela semble tellement bizarre, et pourtant, j'en suis presque sûre. Voilà, le matin du jour où M. Renaud a été assassiné, je me promenais ici, dans le jardin, quand j'ai entendu le bruit d'une dispute entre deux hommes. J'ai écarté un peu les buissons et j'ai regardé à travers la haie. L'un des deux était M. Renaud, et l'autre un vagabond, un individu horrible, tout en haillons. Il passait de la supplication à la menace. J'ai supposé qu'il demandait de l'argent, mais ma mère m'a appelé juste à ce moment-là. C'est tout. Sauf que je suis pratiquement sûre que le vagabond et le mort qu'on a trouvé dans la cabane ne font qu'un. Mais enfin, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite, mademoiselle ? Le visage m'était vaguement familier, mais l'homme était habillé tout autrement. Il semblait occuper une position sociale très supérieure. Une voix l'appela soudain de la maison. « C'est maman, » chuchota Marthe. « Il faut que j'y aille. » Elle disparut à travers les arbres. « Venez, » dit Poirot. Il me prit le bras et m'entraîna vers la villa. « Que pensez-vous de ça ?» demandai-je avec curiosité. « C'est vrai, ou l'a-t-elle inventé de toutes pièces pour détourner les soupçons de son fiancé ?»« C'est une bien curieuse histoire, » dit Poirot, « mais je la crois tout à fait vraie. Sans le vouloir, mademoiselle Marthe nous a dit la vérité sur un autre point, donnant ainsi un démenti à Jack Renaud. Vous avez remarqué son hésitation quand je lui ai demandé s'il avait vu Marthe d'Aubreuil la nuit du crime. Il a attendu avant de répondre « oui », et je l'ai soupçonné de mentir. Du coup, il fallait que je voie mademoiselle Marthe avant qu'il ait eu le temps de la mettre en garde. 3 petits mots m'ont suffi. Quand je lui ai demandé si elle savait que Jack Renaud était ici cette nuit-là, elle a répondu « il me l'a dit ». À présent, Hastings, que faisait Jack Renaud ici, par une nuit pareille ? Et s'il n'a pas vu mademoiselle Marthe, qui d'autre a-t-il vu ? Mais enfin, Poirot, m'écriai-je hébété, vous ne pensez tout de même pas que ce garçon a tué son père ? Mon ami, rétorqua Poirot, votre incroyable sentimentalité vous perdra. J'ai vu des mères assassiner leurs enfants en bas âge pour toucher l'assurance vie. Après ça, on peut s'attendre à tout. Et le motif ? L'argent, bien sûr. N'oubliez pas qu'à la mort de son père, Jack Renaud pensait hériter de la moitié de sa fortune. Mais le vagabond, que vient-il faire là-dedans ? Poirot haussa les épaules.
l'inspecteur Giraud vous dirait que c'était un complice. Un apache quelconque qui a aidé le jeune Renaud à commettre son forfait et dont le jeune homme s'est débarrassé ensuite. Mais le cheveu enroulé autour du poignard, le cheveu de femme. Ah, dit Poirot avec un large sourire. Ça, c'est le clou du petit numéro de Giraud. À l'entendre, ce n'est pas du tout un cheveu de femme. Étant donné que les jeunes gens d'aujourd'hui se coiffent en arrière et font tenir leurs cheveux avec toutes sortes de brillantines, certains cheveux d'hommes atteignent une longueur considérable. Et vous le croyez aussi ? Non, dit Poirot avec un curieux sourire, parce que je sais bien que c'est un cheveu de femme, et je sais même à quelle femme il appartient. À madame Daubreuil, dis-je fermement. Peut-être, répondit Poirot en me regardant du coin de l'œil. Cette fois, je refusai d'entrer dans son jeu. Qu'allons-nous faire à présent ? Demandai-je, comme nous passions le seuil de la villa Geneviève. Je veux examiner les affaires de Jack Renaud. C'est pourquoi je me suis débarrassé de lui pour quelques heures. Avec ordre et méthode, Poirot se mit en devoir d'ouvrir un tiroir après l'autre, d'en passer en revue le contenu et de tout remettre à sa place. C'était là une tâche fort peu palpitante. Poirot farfouillait encore dans un amas de cols, de chemises et de chaussettes, quand un bruit de moteur m'attira à la fenêtre. Je revins instantanément à la vie. « Poirot !» m'écriai-je, « il y a une voiture dans la cour, et Giraud vient d'en descendre, avec Jack Renaud encadré de 2 gendarmes. »« Sacré tonnerre !» gronda Poirot. « Cet animal de Giraud ne pouvait pas attendre un peu. Je ne vais pas avoir le temps de ranger le dernier tiroir. Faisons vite. » Sans plus de cérémonie, il en renversa le contenu sur le plancher. Puis, avec un cri de triomphe, il fonça soudain sur un petit carré de carton, à l'évidence une photographie. Il la fourra dans sa poche, remit pêle-mêle dans le tiroir les cravates et les mouchoirs, et, m'attrapant par le bras, me traîna hors de la pièce. En bas, dans le vestibule, Giraud contemplait son prisonnier. « Bonjour, monsieur Giraud, dit Poirot. Qui donc avez-vous attrapé là ?» Giraud désigna Jack Renaud d'un signe de tête. « Il a tenté de s'échapper, mais j'ai été plus rapide que lui. Je viens de l'arrêter pour le meurtre de son père, Paul Renaud. » Poirot se retourna pour faire face au garçon adossé au chambranle, le visage mortellement pâle. « Et vous, jeune homme, qu'en dites-vous » Jack Renaud le fixa d'un œil éteint. « Rien du tout, répondit-il.